Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, bienvenue dans notre podcast Tribu, le podcast qui nous plonge dans nos origines. Nous sommes avec le professeur Mostafa Kadeli. Salut Mostafa. Bonjour. Comment ça va? Ça va, une nouvelle aventure, et c'est toujours du bien de s'aventurer, de changer les sentiers, comme on est là pour parler de nos traditions, essayer de se comprendre d'où on vient, comment on fonctionnait en tant que peuple, pays, tribu, gens, enfin appelle ça comme tu veux. Et on t'a convoqué, encore une fois, pour nous expliquer le système judiciaire traditionnel marocain. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire un topo synthétique, efficace, mais complet? Oui, alors c'est un sujet... Évite. C'est un sujet assez fabuleux, parce que encore aujourd'hui, on parle toujours du problème de la justice et surtout les problèmes des lois et la multiplicité des lois qu'on a. On a des lois civiles aliénées sur le droit de l'ancien colonisateur qu'on a un petit peu arabisé et en quelque sorte un peu marocanisé. Mais aussi, on a ce qu'on appelle le droit religieux qui continue à structurer, grosso modo, cette histoire de la famille et la loi sur la famille depuis la fameuse Medouana. Et on a aussi ce passé colonial avec la modernisation et l'histoire du fameux Dahir di Berber avec l'histoire des images qu'on a sur la notion de charia et la notion de la coutume qu'on avait développé dans le cadre d'une propagande nationaliste contre le colonisateur mais malheureusement après l'indépendance on a continué un petit peu à développer ces mensonges de propagande anticoloniale si j'oserais dire en faisant en quelque sorte des vérités. Je renvoie les auditeurs à un podcast qui s'appelle le Dahir Berber avec des guillemets parce que où tu nous expliques très bien comment ce Dahir a été utilisé par les nationalistes, a été détourné de sa fonction pour en faire l'instrument d'un schisme à l'intérieur des populations marocaines entre berbères et arabes. Et tout ça est très bien expliqué dans ce podcast. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre de façon plus globale comment les Marocains se jugeaient les uns les autres. Oui, si je l'évoque, c'est pas par plaisir, malheureusement, c'est pour rappeler ce rapport un petit peu bizarre, tendu et ambigu avec notre passé judiciaire. Parce qu'on a l'impression qu'à travers l'histoire, durant toute la période musulmane, on faisait ce qu'on appelait charia. Et charia, c'est-à-dire dans le sens qu'on en connaît aujourd'hui en Arabie Saoudite ou en Iran, en tout cas dans un style dit wahhabite, alors que c'est absolument pas le cas. Et je veux dire, peut-être je parlerai par exemple, prenons le premier, celui de la période coloniale elle-même. On avait parlé de le système de justice. Le pacha en ville rendait justice, mais c'est pas un vrai. C'est pas forcément un vrai. Peut-être elle est lettrée, mais selon quel code? À Casa, ou à Rabat, à Oujda, ou à Tétouan, ou à Gadir, ou à Tantan, ou à Layoun, quelqu'un rendait justice, qu'il soit pacha ou caïd. Oui, mais il rendait justice en s'appuyant sur des textes, j'imagine. Non. Sur son bon sens. C'est tout. Mais est-ce qu'il rendait justice seul? Oui. À l'époque coloniale, on a concentré le pouvoir judiciaire, le civil, le pénal, etc., jusqu'à un certain niveau, entre les mains des caïds et des pachas. Oui, mais dans les sans régions... texte. Sans texte. Gilbert Grandval, quand il arrive comme résident général en juin 1955... il en parle. Il arrive, on lui dit, c'est les caïds, les pachas, etc. Qui sont la structure de ce Marsen, de ce pays. Qui font la loi. Donnez-moi le statut qui régit ces personnages. Il répond, il n'y en a pas. Comment ça? Des faux fonctionnaires de l'État, toute une armature administrative de l'État Marsen n'a pas de texte qui la régit. Il n'y en a pas, ok. Et donnez-moi le code par lequel il rendit justice. Il n'y en a pas. Lui, cadre administratif un peu à l'énarque, comme on dit aujourd'hui, n'en revenait pas parce qu'il n'est pas issu des colonies, n'a jamais travaillé dans les colonies, il était préfet, les bureaucrates, il arrive, il veut avoir une idée sur un pays où on l'a envoyé pour régler un problème qui s'appelle la résistance armée et la demande de l'indépendance et des troubles qui en étaient suivis. On était en 1955, une année très tendue, avec beaucoup de problèmes pour les autorités françaises au Maroc, et donc on l'envoie comme un peu neutre, il n'appartient à aucun clan, pour aider à résoudre cette question. Mais il veut en savoir un peu plus, il ne trouve aucun texte. D'accord, donc un caïd à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, dans les villes. On parle de villes. Les villes, il y avait les pachas. D'accord, alors caïd en tribu. D'accord, alors on reste sur les pachas. Vous êtes à Casablanca, c'est le pacha qui vous gouverne. Oui.
Vous sortez de Casablanca jusqu'à Mediouna, ça y est, vous êtes en domaine du qaïd. D'accord, restons dans la ville. Restons dans la ville. Okay. Donc, un voleur, un meurtrier est jugé par le pacha. Pas le meurtrier. Le meurtrier, c'est la justice française, parce qu'on a séparé, on a donné au pacha, il y a un texte qui organise leur pouvoir, et on a donné au pacha le droit d'envoyer en prison jusqu'à l'âge de 2 ans. Jusqu'à 2 ans, pardon, de peine. Mais au-delà d'un délit qui mérite une peine de plus de 2 ans, c'est la justice française qui la donne. D'accord, donc là, un tribunal version française. Ouais. Donc avec... Pénal, avocat. Donc il y avait des tribunaux français au Maroc. Oui, pour les Français et pour les crimes. Les crimes, donc les... commis par les indigènes. D'accord. Mais donc si un vous meurtrier marocain va être jugé par un tribunal français. Ouais. D'accord, c'est ça. Un petit larcin ou un... Le pacha. Le pacha. Dispute de quartier. Mais sur la base de aucun texte. Aucun texte. Mais sur la base d'un usage, sur la base de quoi? Voilà, justement, c'est l'ada, entre guillemets, ce qu'on appelle la coutume, c'est-à-dire il y a un ensemble de normes de fonctionnement qui existaient, qu'on avait hérité, qui s'accumulaient, qui continuaient à être dans la pratique, et c'est par ce système que le pacha rendait justice. C'est exactement le cas de ce qu'on appelle les tribunaux coutumiers, régis par le fameux Dahir di Berber. Sauf dans les tribunaux coutumiers, c'est un collège de 10 personnes en moyenne qui rendit justice, c'est pas un seul, le cahier des membres de la Jma'a. Alors là, tu es parti au monde rural. Oui. D'accord. Mais c'est le même code, sauf que les Français se sont intéressés à collecter les codes de fonctionnement des tribus pour essayer de donner... Structurer cette justice dite coutumière, et ils n'ont pas fait de même pour les tribunaux des pachas et des qaïds. Alors, restons chez les pachas. On ira dans le rural plus tard. Donc le pacha a l'Aada. L'Aada, c'est la jurisprudence, on peut dire. Oui. Voilà. Mais elle n'est pas écrite. Non, mais c'est codifié. C'était codifié. Je veux dire, il y avait des pratiques antérieures qui existaient, selon le mode de fonctionnement de la société. Comme avant le temps colonial. Par exemple, un meurtre. Si vous tuez quelqu'un et vous êtes tué par la famille de ce quelqu'un, c'est quitte. Il n'y a plus de dette de sang. Si vous tuez quelqu'un et vous vous échappez, vous êtes sauvé. La famille du défunt n'a pas le droit de vous toucher. S'il vous touche, il rentre dans un nouveau crime. Ce n'est plus une réparation de sang, c'est un crime puni. Donc on voit comment la chose était codifiée. Ça, c'est une accumulation à travers l'histoire. Mais attends, si tu es un criminel, tu t'es sauvé, et que la famille ne s'est pas vengée sur place, oui. Ça veut dire que si elle se venge, ça sera un nouveau crime. Absolument. Oui, mais si tu te fais attraper, tu sur vas place. Non, mais même après, tu vas quand même rendre des comptes. Oui, parce qu'il y a la négociation, payer la dette de sang, et en général, la personne est exilée du Alors groupe. restons dans l'urbain. Est-ce qu'il y a un système pénitentiaire, ou je sais pas comment le dire? Oui. Donc il y avait des prisons. Oui. Dial Bacha, c'est pas la prison de l'administration française. L'administration française n'envoyait en prison que les gens jugés par les tribunaux français. Donc dans le Maroc traditionnel, colonial ou précolonial, il y avait également des prisons? Très rare, mais il y en avait chez les pachas et les qaïds, oui. C'était très rare. Mais c'est pas des grands ensembles... Non, pénitentiaires avec... Non. Ça veut dire que les peines étaient rarement de la prison. C'était très rare. Alors c'était quoi les peines? Les peines, surtout, vous en avez parlé, l'amende est un élément fondamental. L'amende est un élément fondamental, et surtout les amendes lourdes. Et le système de justification de crimes, que ce soit dans les tribus dites arabes ou les tribus dites berbères, c'est exactement la même chose. Par exemple, fournir des co-jureurs. Vous êtes accusé de vol. Vous voulez vous défendre. On vous demande d'amener un nombre de co-jureurs de votre lignage selon le degré du crime. On peut vous demander d'amener des... Qu'est-ce que tu appelles un co-jureur? Co-jureur, quelqu'un qui peut jurer... Un témoin, quoi. Un témoin, mais qui jure avec toi. Il n'est pas que témoin, il jure. Il te supporte, il te soutient, il te dit moi, je jure que cette personne ne peut pas commettre cette faute. D'accord, donc tu dois ramener ces gens-là? De 10 jusqu'à 40. Ça peut, le serment, comme on dit, le halouf, peut se faire dans une mosquée, comme ça peut se faire dans un marabout, un wali, comme ça peut se faire dans le souk. Des lieux sacrés, symboliques, ok? Mais si vous avez du mal à amener les 10 co-jureurs qu'on vous demande, par exemple, là vous êtes condamné de facto. Parce que 10 personnes de votre propre lignage ne vous font pas confiance. Ils n'étaient pas présents pendant l'événement. Mais quelqu'un qui te connaît bien, qui jure que tu ne peux pas commettre ce larcin, t'es sauvé. Mais si tu as du mal, et surtout les anciens temps, sur la notion de l'halouf, chez nous, il était très sacré. On l'utilise encore dans les tribunaux, mais malheureusement, ce n'est plus sérieux comme auparavant, parce que les gens, comme on disait, craignaient surtout Dieu. Et après la crainte de Dieu, il y a des systèmes de fonctionnement juridique qui sont nés de la pratique sociale. C'est pour ça que dans les débats chez les gens de droit, entre la pratique sociale et le droit, qui devance l'autre? Est-ce que c'est le droit qui est inspiré de la pratique sociale, ou bien est-ce que c'est l'inverse? C'est-à-dire c'est le droit qui influence la pratique sociale. Et ce débat, il est toujours là, parce que des fois, on a le droit qui devance la société, et beaucoup de fois, on a la société dans son fonctionnement qui devance le droit. C'est-à-dire, normalement, le droit, il est appelé
à être renouvelée et à s'adapter aux mœurs de la société. Ce que la société elle-même accepte comme pratique à l'intérieur d'elle-même, mais que la loi vient pour sanctionner, eh ben, il y a un quiproquo parce que la loi ne va pas dans ce sens-là. Pour revenir à ce problème dit de charia, je le répète et j'insiste beaucoup. À l'époque coloniale, on n'avait que le juge, le qadi, pour ne pas dire le juge parce que c'est pas la même chose, le qadi shara'i et le rabbin des juifs. Ça, c'est les affaires familiales. Familiales, le mariage, le divorce et l'héritage, plus le foncier non immatriculé pour le qadi shara'i, pas pour le rabbin. C'est bien. Mais c'est un nouveau système moderne installé. Alors lui, par contre, il a des textes. Le rabbin, non, là, là, il y a des textes, il y a le mariage, les conditions de mariage. Justement, c'est pas un jugement. C'est pour ça que j'ai du mal à traduire le mot qadi shara'i par juge, ça ne correspond pas à cela. Et l'héritage selon sharia, comme il a été codifié chez nous par le madhab al-maliki, etc., c'est des calculs mathématiques des fractions, c'est clair. Il applique. La même chose pour les conditions de divorce, la condition de mariage et comment partager. Mais ça devient une institution avec le temps colonial, parce que, par exemple, c'était des gens qui s'occupaient de l'inscription des actes de mariage. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux ans 2000, je veux dire, on a encore beaucoup de Marocains qui n'ont pas encore d'acte de mariage, qui faisaient parmi les Marocains au 19e, au 18e, au 15e, au 12e, au 10e, au 19e, même au 20e, qui parmi les Marocains faisaient un acte de mariage. Il n'y avait que les familles riches. Quand ils ont dit bien, et qu'il faut bien préciser certaines choses dans les actes de mariage par rapport à la famille de l'homme et à la famille de la femme. Le commun des mortels n'avait jamais d'acte de mariage. Le seul acte de mariage qu'ils avaient, c'est la publicité qu'ils donnaient autour de famille, autour de leur union. Autour de leur union. Mais ça n'empêche pas ce fameux qadi shara'i de les juger selon un couple marié. Enfin, c'est pas parce qu'il y a... C'est accepté par la loi. Jamais l'État n'a mis en cause la légitimité d'un couple avec des enfants, même sans acte de mariage à travers l'histoire. Oui, la notoriété publique remplace le papier. Oui, et surtout que quand l'état civil devient obligatoire en 51-52, c'est là qu'on a le texte de loi qui organise et ça commence cette histoire de carnet d'état civil. Et pour avoir un carnet d'état civil, il faut un acte de mariage et c'est comme ça que le processus a commencé, mais très lentement et très doucement. Je veux dire, ça n'a pas pris rapidement. Donc, si je récapitule pour qu'on comprenne bien ce Maroc traditionnel, disons qu'on a des villes où jugent les pachas, des grands crimes que jugent les Français, je parle du Maroc colonial, des affaires familiales que juge le qadi shara'i ou bien le rabbin, voilà, donc ça dépend de la communauté, et le rural, c'est ce que tu appelles les tribunaux coutumiers. Coutumiers, le rural est divisé en deux. Ce que les Français disaient le rural arabe. Explique-nous le rural. Par exemple, le Chaouia, c'était considéré comme une tribu arabe régie par Sharia. D'accord. Et par exemple, juste à côté, on va plus loin, on traverse le Zaïre, on est chez les Zayan. Zayan a tribu berbère gérée dans les affaires judiciaires par une jma'a judiciaire. Ça s'appelle comme ça. Alors, explique-nous le fonctionnement de jma'a judiciaire, par exemple. Par exemple, chez le Chaouia, il y avait le Mahkama al-Qaïd. Mahkama tribu arabe. Chaouia. Selon la logique coloniale. Oui, mais le Qaïd, il jugeait selon quel code, lui aussi, chez les Chaouia? Nous avons un livre, par exemple, d'un hakim français qui s'appelle Jacques Berck, qui a fait toute sa carrière dans l'administration comme hakim. Il est devenu grand sociologue et grand historien d'avant l'éternel, même si à l'origine c'est un hakim. Son premier poste c'était à Benimskine exactement, à côté de Chaouia. Benimskine à côté de Stad, le Brouge exactement, leur capitale. Et de là, il nous a sorti un livre, Les pactes pastoraux chez les Benimskine. Benimskine, c'est une tribu d'éleveurs. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, le célèbre Sardi, le mouton Sardi, c'est Benimskine, automatiquement. Eh bien, le hakim, c'était le procureur un peu à l'époque. Et donc, il assistait le qaïd dans sa mahkama. D'accord? Et le qaïd réglait les litiges entre les familles, entre les individus, y compris ces litiges de package, de pâturage entre les fractions, de territoire, etc. Et donc là, le procureur, c'est le hakim français Jacques Berck qui jouait le rôle du procureur en même temps, comme il était dans une démarche un petit peu de réflexion. À partir de là, il nous a fait un livre sur comment fonctionnent les pâturages des Benimskine et comment les fractions tribales se partagent le territoire et comment les tribus de Benimskine rentrent dans des alliances avec les tribus de Tadla, les tribus de Chaouia ou la Dhriz, etc. sur l'année, comment on faisait tout ce système. Et en le lisant, nous sommes en 1936, je dis mais on nous a dit que les tribus dites
arabes sont régis par la charia. Oui, la charia chez le Qaïd Bouhafad ou le Brouj, quand il était assisté par Jacques Berck, puisqu'on a un document écrit et qui nous relate que ce travail est né dans la mahkama du Qaïd quand je l'assistais en tant que hakim et en tant que procureur. Et c'est ça qui m'a poussé un petit peu à gratter, à trouver effectivement cette posture qu'on nous avait laissé que soi-disant il y avait des régions arabes régies par la charia et des régions berbères régies par la coutume anti-islamique, etc. Ça nous a créé en tout cas une sorte de dichotomie et puis d'un quiproquo dont on a encore du mal à clarifier. J'ai beaucoup gratté pour essayer un petit peu de remonter le fil et de trouver que il n'y a aucune différence entre le code avec lequel jugeait le Qaïd Bouhafa al-Brouj au temps de Jacques Berck dans les années 30 et le code par lequel jugeait la tribu Zayen par le Jma'a judiciaire. À quelques kilomètres. À une centaine de kilomètres dans le cas de... Mais un est considéré dit arabe, l'autre est considéré berbère, alors qu'il n'y a aucune différence. D'accord, mais il y a une différence, en tout cas sur la forme, d'après ce que j'écoute que tu me dis. Il y en a un qui juge seul et l'autre qui juge en Jma'a, c'est-à-dire en groupe. Est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement de ce groupe ? Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils se concertent? Est-ce que il faut obtenir une décision collégiale? Comment ça marche? C'était le cas dans toutes les tribus avant le temps colonial. On avait toujours ce qu'on appelle ces jma'a, ce que les Français ont appelé en tout cas les jma'a judiciaires. Je parle de ça parce que cela, l'Espagne ne l'a pas du tout appliqué, ni dans le Nord, ni dans le Sahara. Après, dans le Sahara, il a joué sur les Aytarbaïn, c'est-à-dire sur la jma'a. Une sorte de jma'a qui représente la population et qui peut rendre justice aussi. Côté français, ils ont joué, ils ont dit non, il y a le jma'a administratif, on l'a appelé comme ça, avec Dahir, genre les représentants de la tribu, les notables. Ensuite de là, on sort une jma'a judiciaire, c'est-à-dire d'autres notables. Et en général, quand on est membre de la jma'a administrative, on ne peut pas être membre de la jma'a judiciaire. Combien, ils peuvent, selon les tribus, la taille, mais en général une dizaine, 10, 12, Aïtmra, ou d'ailleurs on a repris une tradition qui existe dans toutes les tribus, en général une dizaine de personnes, qui rendent justice sur les affaires selon les degrés. Alors eux, ils jugent quoi? Ils jugent tout. Ils jugent la famille. Là, la même chose que le Qaïd, c'est-à-dire les larcins, les affaires courantes, etc. Mais dans les tribus de coutume, ils géraient même les histoires d'héritage. Parce qu'il n'y avait pas de qadi shar'i dans les tribus de D'accord. Quel type de sanctions prononçait-il? Vu que là, alors autant j'avais un doute sur les pénitenciers urbains, autant je pense pas qu'on avait des prisons dans le Maroc rural. Si, l'administration française a introduit la notion de prison dans le poste du hakim. Donc, c'est quoi la prison à l'époque? C'est des gens qui faisaient le nettoyage, qui faisaient le jardinage dans les bureaux des affaires indigènes, etc. Parce qu'il y en avait très peu, des gens qui étaient arrêtés pour des histoires de larcins, des trucs comme ça. Mais ils ont continué à utiliser le code dit coutumier qui existait auparavant, surtout ce système d'amende comme sanction. Amendes, ouais. Le bannissement. Bon, ça devient moins parce que le bannissement, c'est l'une des origines de l'immigration, parce que les gens, comme dans le roman d'Agounchiche de Khaireddin, je veux dire, l'éjecter ou le rejeter par sa tribu, il venait à Casablanca surtout, la ville qui captait un petit peu toutes les Mais dans catégories. Ce Maroc traditionnel, le bannissement est une sanction grave. C'est une sanction grave parce que, comme disons, si tu n'as pas d'appartenance, tu n'as pas de soutien. Et si tu n'as pas de soutien, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des crises. C'est-à-dire, il faut avoir un parapluie, il faut être dans un collectif. Sinon, tu es obligé de مشي تزوج. من هنا جات المزوقه كتمشي تزوج خصك تمشي دير ذبيحه c'est-à-dire tu fais un sacrifice pour appartenir à un autre groupe. La supplication, ça vient d'où? Supplication, c'est de m'accepter. Je suis rejeté par ma tribu. ولكن منين جات؟ زوج, c'est un terme en tamazirt pour demander asile. نزوق فيك. D'accord, c'est un terme qu'on utilise oui, tous les jours. tous. D'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un un mzaoug, c'est la dernière étape, le dernier stade de lui imposer d'accepter ce que vous Non, mais vous je comprends l'expression. Oui, j'essaie juste de comprendre d'où elle venait. Autre expression. Amzouag, d'ailleurs, quand on dit amzouag, c'est quelqu'un qui a été izaoug ailleurs. Ça, c'est un amzouag. Des fois, quand il y a des conflits de famille. C'est un banni, en fait. C'est un banni chez les siens, mais accepté par les autres. Mais ce n'est qu'un amzouag. Il est venu mzaoug, c'est-à-dire il n'est pas authentique, il n'est pas original, il n'a pas de terre. C'est un réfugié. Voilà. Il n'a pas de terre, il doit faire beaucoup de preuves. Mais quand il fait le sacrifice, surtout devant un notable, je veux dire, on accepte. Mais il rentre et il se fait tout petit. Autre expression, Khalid al-Bouk. Explique-nous. C'est pareil quand vous troublez l'ordre public local et que vous mettez en péril, ça c'est écrit, je veux dire, il y a beaucoup d'écrits là-dedans. C'est l'une des punitions également par lesquelles non seulement on t'expulse, mais on détruit ta maison littéralement.
C'est devenu une métaphore aujourd'hui maison dans le de tes langage. parents, Mais on te détruit, c'est-à-dire on t'expulse et on te détruit, et on efface toute trace de ta présence et on te confisque tes biens. Parce que par exemple, tu coupes les routes des caravanes, tu coupes les routes des soukiers, les gens qui viennent au souk. Or, pour une tribu, casser la route du souk ou la route de la caravane, c'est la catastrophe parce que c'est des revenus qui vont sauter, c'est des gens qui viennent, je veux dire, c'est toute une histoire de commerce qui va sauter en l'air s'il n'y a pas de sécurité sur les lieux. Quand on détruit Darbouk, ça veut dire qu'on détruit même la maison de ta famille. Absolument. C'est-à-dire c'est la punition collective en fait. Total. Oui, c'est ta famille est responsable de toi. C'est-à-dire parce que c'est l'ultime procédure. Darbouk, c'est-à-dire la maison de tes parents même. C'est l'ultime procédure. Si tes parents ne font rien pour te mener à la raison, D'accord. ben on dégage tout. Donc, ce que tu es en train de nous dire, en résumé, c'est qu'on a un droit coutumier berbère. Pour aller vite, ne démarre pas, c'est juste pour expliquer. On a un droit coutumier arabe, on a un droit urbain, religieux, juif ou musulman, et on a un pacha en ville. Est-ce que j'ai dit tout? Et on a le français à l'époque coloniale pour les grands crimes. Et l'espagnol également. Et l'espagnol. Pour les grands crimes. Alors, question. Quand on parle est-ce que par exemple, dans ce panorama, tu parlais tout à l'heure de droit musulman, est-ce qu'on a eu des mains coupées, des coups de fouet? Est-ce que c'est quelque chose qui était pratiqué? Si oui, par qui, quand? Pas à ma connaissance, en tout cas à travers les différents documents. Je veux dire, on a le Ma'soul sur le Souss et le Sahara, on a d'autres sur le Moyen Atlas, sur le Rif. Non. Et quand il y a de la prison, c'est en général, c'est pas après jugement. C'est une sorte de punition, de revanche. Bon, les sultans emprisonnent quelqu'un, un caïd qui s'est révolté, etc., ils l'enferment ou ils le tuent. Ça, c'est, je veux dire, mais c'est pas par une procédure de jugement. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand même, avant le temps colonial, je veux dire, en ville, on avait, c'est pas le pacha qui rendait justice. On avait une sorte de qadi qui était en général un imam respecté, comme on dit, qui craint Dieu et qui tranche les litiges au quotidien du voisinage, des marchés, de plusieurs, je veux dire, les litiges normaux comme d'habitude. Non, mais ce bonhomme est un fonctionnaire. Oui, c'est un fonctionnaire. Il s'installe en général, par exemple, dans le cas de Rabat, j'ai trouvé trace, il y avait une fontaine, une place dans Bokroun, à côté d'une fontaine, et chaque jour, après l'Asr, il s'installait là, et les gens venaient chez lui, vers lui, pour soumettre. Et c'était justice rendue, science tenante. Et exécutée, science tenante. Parce que cette justice, on dirait plus comme de l'arbitrage accepté par deux personnes en litige et qui s'engagent toutes les deux à respecter la décision de X, quelle que soit. C'est-à-dire, il n'y a même pas une force qui oblige les gens à exécuter la sentence. Oui, c'est de l'arbitrage. C'est de l'arbitrage et les gens s'exécutent. Et c'est basé sur le fait que tu acceptes l'arbitrage. Bien sûr, c'est le principe même, je veux dire, de deux personnes qui le soumettent à cette personne. C'est le cas également dans toutes les tribus de ces notables de ces jma'a judiciaires entre guillemets qui existaient, qui rendaient justice avec des échelles. Nous avons même un cas qui est carrément un tribunal d'appel. Ça, malheureusement, on a trouvé les traces. C'est les fameux Ait Atta, qui avait un tribunal d'appel à Egrma Masdar, dans la région de Tinril aujourd'hui, et qui existait, Istinef, tu dis Istinef, appel. C'est-à-dire, quand tu n'es pas content du jugement rendu par les notables de ta fraction tribale, tu sommets un deuxième jugement. Un deuxième jugement. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, le tribunal d'appel, pareil, système jma'a. C'est jma'a, etc. Sauf que, normalement, il a été installé pour arbitrer et régler les problèmes entre les grandes fractions. Mais pas pour régler un litige, mon voisin, les deux chèvres. D'ailleurs, j'ai trouvé dans un récit un truc extraordinaire, c'est que justement, quelqu'un qui les embêtait pour une petite histoire banale, une fois, deux fois, trois fois, et puis quand ils ont vu qu'il les embêtait, ils lui ont dit, bon, ok, on va venir chez toi, on va s'installer chez toi, et on va essayer de réfléchir chez toi, et on va régler ce problème chez toi. Et donc, ils viennent chez lui. Notable, Kada, etc. Bien sûr, il faut choix, il faut manger, sauf qu'il prolonge. Ils ne réfléchissent pas là, il mange, il dort, il se balade. Et donc, ils sont restés une semaine à peu près, 10 jours. Ça y est, le mec commence à perdre tous ses biens parce qu'il doit les recevoir tous les jours. Et bien, ils doivent manger 3 repas ou 4 repas par jour, etc. Et à la fin, il était tellement presque ruiné qu'il leur a supplié. Il dit, bon, je ne veux plus de jugement, merci beaucoup. Je trouvais ce système de fonctionnement complètement extraordinaire. Parce que, je veux dire, oui, on existe, on a des rôles,
On a des fonctions. On ne peut pas refuser à quelqu'un un appel, mais en même temps, il y a des degrés. Bon, tu as eu ta poule ou ta chèvre, contente-toi du premier jugement qu'on t'a donné et c'est bon. Ça nous donne une idée quand même sur sur une maturité, sur une réflexion qui était profonde au niveau de la notion de justesse, de la justesse. Et ça se prolonge dans le temps. Nous avons le grand livre de l'époque mérinide de Louane Cherisi, qui a réuni, je crois, une vingtaine de volumes de Fatawa fi Bilad al-Maghribi ou l'Andalus. Au fait, il a choisi les cas un peu extraordinaires qui n'ont pas de réponse en général dans le texte coranique ou là dans le hadith, etc. Et donc, il les a misés, les ulama, les qudat, les gens qui jugent, etc. Ils avaient ça comme référence. C'est-à-dire, au moins, on a depuis l'époque mérinide jusqu'au XXe siècle, des gens, quand ils ont des affaires à juger, quand ils ne savent pas dans quel sens juger une affaire, ils reviennent à Louane Cherisi pour regarder un petit peu, pour trouver une nazila, comme on disait, qui ressemble au fait pour rendre justesse, cette justice juste avec le cachet de la justesse, parce que je crois que c'est le plus important dans cette histoire de justice. C'est pas la justice elle-même, c'est la justesse d'une justice quand il rend justice. Si on prend un peu de recul par rapport à ce fonctionnement de justice traditionnel, d'après certains historiens, on avait quand même une société violente. La violence fait partie de l'histoire de toute l'humanité, je crois. Il n'y a rien de particulier que les hommes de tribu soient armés, tous, en général, et que la punition que faisait le sultan, la paire de punitions qu'un sultan pouvait faire à une tribu, cela désarmait. Ça, c'est la honte totale. Mais je crois que c'est la norme un peu partout dans le monde. Je veux dire, même les États-Unis aujourd'hui, une société armée, est-ce que ça veut dire une société violente en principe? Mais en tout cas, je crois que tout le monde toutes les choses étaient codifiées, parce que les armes étaient utilisées dans les guerres entre les tribus, sur les territoires, sur les pâturages, sur quelque chose de stratégique, mais je ne crois pas entre les individus, parce que j'ai évoqué tout à l'heure le souk. Le souk, c'est un endroit sacré, c'est un horm. Il y a l'expression de nharras al-souk. Nharras al-souk, c'est vraiment une expression très forte qui vient de terzin souk, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Si deux personnes se disputent dans le souk en entier peut se transformer en deux clans qui se battent, et du coup c'est fini le commerce, et c'est fini la sécurité, et c'est fini l'échange d'argent et l'échange de produits. C'est la pire des choses qui peut arriver à un souk, du coup il est réglementé. C'est-à-dire, c'est interdit de rentrer avec tes armes, mais même si tu rentres avec tes armes, c'est un litige avec quelqu'un, c'est pas au souk que tu dois le régler. C'est pour ça qu'on a encore l'expression harras al-souk ou la tarras al-souk. C'est une expression qui a son pesant en or au niveau de la lourdeur, de la gravité de ce qu'on va faire si je te menace, ou de ce qui est arrivé. C'est une sorte de trêve, quoi, la trêve du souk. La trêve non, harras al-souk, c'est on casse la trêve. Oui, c'est le non-respect de la trêve. La même chose pour la route du souk, la route du moussem, le moussem lui-même. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de choses codifiées, normées, et qui fonctionnaient d'une manière plus ou moins découpée, y compris pour la sécurité même sur la route, avec Taztat, quand on paye la sécurité, etc. C'est-à-dire, ça fait partie de ces normes que notre société, que nos sociétés, que beaucoup de sociétés dans le monde s'étaient inventées pour codifier le fonctionnement de la société, loin de ce qu'on appelle les textes sacrés. Si on est malikite, si on suit une voie précise dans la pratique religieuse, c'est aussi parce que ce droit repose sur des bases de lecture que les ulama ont adaptées. J'en arriverai par exemple, je vous donne l'exemple d'héritage. Aujourd'hui, c'est un grand problème dans la société marocaine. Couple qui a des filles, si le monsieur meurt, les frères de l'homme viennent hériter avec les filles de l'homme et de la femme, alors que le couple, par exemple, était fonctionnaire et qu'ils ont fait un crédit tous les deux pour la maison, mais on dit c'est le droit, c'est la charia. Les oncles héritent. Paternels. Je crois qu'il y a une erreur à mon avis, parce que dans l'histoire, par exemple, on dit il y a des sociétés où la femme n'héritait pas. Quand on dit chez les berbères, etc. Et au fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la fille obtient l'héritage de son père de son vivant. C'est la dot, ce que le père donne à sa fille au moment de son mariage. Quand la fille se rend chez une autre famille, il crée une nouvelle cellule familiale, il appartient à la famille de son mari, il appartient à la famille de ses enfants. Et son père lui donne ce qui lui revient de son vivant. C'est-à-dire, une fois il meurt, ce sont ses enfants mâles qui restent dans la maison, qui continuent ce qu'on appelle l'héritage. Mais la fille, il a déjà obtenu
ce truc. Le deuxième élément qui est en dessous, c'est un élément qui a été légalisé d'ailleurs et qui existe dans le fameux Dahir berbertien. C'est là quand la Modouana a instauré le principe de partage des biens acquis durant la vie commune dans le cas d'un couple qui divorce en cas de veuvage. C'est-à-dire on prend ce que le couple a acquis et on le partage en deux. Mais ça existait, ça, on l'appelle tamazzalt chez les gens d'Issous qui ont continué à le pratiquer même jusqu'à récemment, même s'il n'existait pas dans la loi marocaine. Les gens d'Issous le pratiquaient. Et ce qu'on traduit en arabe, c'est ce qu'il a travaillé, sa participation par le travail qu'il a fourni durant sa vie conjugale avec son mari, et ben ça fait partie de ce capital accumulé qui peut être une maison, qui peut être des biens, qui peut être des fonciers, etc. Mais cette femme, épouse de ce monsieur, on lui reconnaît la participation au niveau de la moitié. Ça, c'est dans le code de la famille aujourd'hui. Ça existait dans ce qu'on appelle le dahir dit berbère et c'est une pratique très ancienne dans la société marocaine. Mais, je veux dire, ce n'est pas dans la charia. Et pourtant, maintenant, il est accepté. Tout le monde l'accepte, mais il n'est pas dans la charia. Mais pour rester sur la charia, j'ai une question quand même. On a eu des moments dans l'histoire du Maroc où on a eu des dynasties qui ont essayé de se rapprocher au maximum du texte sacré originel. Je pense en particulier aux Almohades par exemple, ou même aux Almoravides qui avaient une vision très orthodoxe de la pratique religieuse. Oui. Comment se fait-il que cette vision très orthodoxe de la pratique religieuse n'ait pas donné une application type Arabie Saoudite sur les châtiments corporels, etc. Comment se fait-il qu'on n'ait pas, tu me dis que ça n'a pas vraiment existé ou peut-être de façon, en tout cas ça n'a pas duré dans le temps. Comment tu expliques ce paradoxe d'avoir des gens très près du texte et en même temps cette absence d'application? Parce que justement c'est dans les pratiques, c'est-à-dire dans la pratique de la religion. Et puis, chez nous, la religion quand même, on en retient aussi ce qu'on appelle l'amal ibad al-amal, c'est-à-dire les faits, les actes, les gestes, le travail que tu fais. La religion ne repose pas que sur la pratique elle-même. Donc, au niveau de l'orthodoxie, au niveau de ce qu'on appelle la pratique, se rapprocher le plus possible de la pratique, mais en même temps, c'est le travail, c'est les actes des individus qui font leur pratique. Et c'est pour ça que ce qu'on peut appeler l'éthique ou les normes d'une société. Je parlais tout à l'heure de l'halouf. Qui pouvait, dans les années 50 ou les années au 19e ou 18e, yahlif ala al-batal. C'est pratiquement de l'impossible parce que si on croyait en Dieu, on croyait au châtiment de Dieu et donc on ne pouvait pas mentir à la légère ou en gérant. Maintenant, je veux dire, on entend les histoires, paraît-il, c'est terminé, des géreurs devant les tribunaux qui sont dans les cafés en attendant que quelqu'un les recrute, etc., pour qu'ils aillent se tenir une affaire contre une autre. Par paquet de 12. Oui, je veux dire, ça c'est lâcher la douille, etc., etc. Heureusement que le nettoyage a été fait, mais je crois que ça a donné une mauvaise image de cette justice qu'on achète, parce que même les témoins, on pouvait l'acheter. C'est-à-dire que les gens sont prêts à mentir, les yeux ouverts, en échange d'une petite somme d'argent, ils ne craignent plus Dieu. Or, justement, la notion de crainte de Dieu, ce n'est pas que craindre Dieu pour ne pas aller en enfer. Craindre Dieu, c'est ne pas faire du mal à son prochain. Et je crois que c'est là que réside l'orthodoxie des anciens. Et on le donne un petit peu. Regardez comment on a quelques images. Par exemple, le sud-est, pourquoi? Parce qu'ils sont corrects et honnêtes. Les gens d'Issous, pourquoi? Parce qu'ils sont corrects et honnêtes. C'est-à-dire l'honnêteté et la correction, comme ça devient un peu une sorte de valeur qui devient de plus en plus rare, on a une image sociale de deux catégories qui occupent des fonctions dans le tissu urbain tellement correctes qu'on en parle. Alors que normalement, être correct, c'est la chose la plus normale qui soit, et que tout le monde devrait être correct parce que c'est la notion de confiance. Et ben, c'est la notion de confiance qui a fait évoluer le Japon. Or, si on perd confiance entre nous, si on commence à jurer à tort et à travers, on n'ira nulle part, quel que soit notre rêve économique, social ou politique. Allah Amr Hadar, qui est donc l'exact inverse pour boucler la boucle de Khalid Darbouk. Absolument. D'un côté, on te souhaite une maison pleine, de l'autre, on te menace de la vider. Donc on revient au point de départ. Ben, merci beaucoup pour ces éclaircissements. J'espère que vous avez appris des choses sur notre justice traditionnelle. C'était un nouveau podcast de Radio Ma'arif. À la semaine prochaine les amis pour une nouvelle édition de ce podcast. Salut.
Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.